Je ne m'attendais pas à ce qu'une enfant de 5 ans m'apprenne la différence entre être perdue dans un aéroport et être perdue dans la vie. Pourtant, me voilà assise sur ce banc de métal glacé du terminal 2E de l'aéroport Charles de Gaulle à 3 heures de l'après-midi, le 24 décembre 2024, serrant contre ma poitrine une petite boîte en bois comme si c'était la dernière chose qui me reliait au monde réel. Mon vol pour Lyon avait été annulé, reprogrammé, changé de porte 3 fois, et j'avais simplement abandonné l'idée de suivre. Les gens couraient autour de moi avec leurs valises, leurs cadeaux emballés, leurs visages anxieux d'arriver chez eux avant le réveillon de Noël. Moi, je ne courais pas. Je n'étais plus pressée. Plus personne ne m'attendait vraiment. La boîte que je serrais contenait des lettres que ma fille Claire avait écrites quand elle avait 7 ans, avant que tout ne s'effondre entre nous, avant qu'elle ne me reproche chaque choix que j'avais fait, avant que je ne réalise que j'avais passé ma vie entière à essayer d'être parfaite et que j'avais fini par être simplement absente. Cela faisait 4 ans que nous ne nous étions pas parlé. 4 ans depuis qu'elle m'avait dit que je n'avais jamais été une vraie mère, juste une femme qui habitait dans la même maison. L'invitation froide et formelle était arrivée par email 2 semaines plus tôt, écrite par l'épouse de Claire, pas par elle. Mireille, si vous voulez passer Noël avec nous à Lyon, la porte est ouverte, sans promesse. Sans promesse. Comme si j'étais une invitée indésirable qu'on tolérait par politesse. Le bruit autour de moi était assourdissant. Annonces en français, anglais, arabe, mandarin. Enfants qui pleuraient. Couples qui se disputaient sur des correspondances ratées. Des employés de la compagnie aérienne tentaient de calmer des passagers furieux. J'observais tout cela comme si je regardais un film sans sous-titres, incapable de participer, incapable de réagir. Ma valise était par terre, mon manteau plié sur mes genoux, et je serrais cette boîte en bois jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal. À l'intérieur, en plus des lettres, il y avait un dessin que Claire avait fait à 6 ans. 2 personnages se tenant la main sous un énorme soleil jaune. En dessous, avec l'écriture maladroite d'une enfant, était écrit « Moi et maman pour toujours ». J'observais ce dessin tous les soirs avant de dormir, essayant de me rappeler quand le « pour toujours » s'était transformé en « jamais plus ». C'est alors que j'ai senti l'attraction. Un toucher doux, presque timide, sur la manche de mon pull de laine gris. Je me suis retournée brusquement et j'ai découvert 2 énormes yeux marrons qui me fixaient avec un sérieux qui ne correspondait pas au petit visage couvert de taches de rousseur. La fillette devait avoir environ 5 ans, portait un bonnet rouge avec des oreilles d'ours, une écharpe rayée, enroulée jusqu'au menton, et un sac à dos rose qui semblait plus grand qu'elle. Ses baskets avaient des lumières qui clignotaient à chaque pas. Elle était seule, complètement seule, au milieu de cette mer de gens. Elle a penché la tête sur le côté, étudiant mon visage avec cette franchise brutale que seuls les enfants possèdent, et a demandé avec la voix la plus sérieuse du monde, comme si elle posait la question la plus importante de sa vie. « Madame, vous êtes perdue aussi ?» J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais aucun son n'est sorti. Parce que oui, j'étais perdue. Pas seulement dans l'aéroport, mais perdue d'une manière qui me faisait mal à la poitrine tous les matins au réveil. La fillette a continué à me regarder, attendant, et j'ai réalisé qu'elle ne posait pas une question rhétorique. Elle voulait vraiment savoir. J'ai avalé ma salive, essayant de retrouver ma voix, et j'ai finalement réussi à demander en retour, ma gorge serrée, « Et toi, tu es perdue ?» La fillette a hoché la tête avec un sérieux alarmant pour quelqu'un d'aussi petit, faisant bouger les oreilles du bonnet. J'ai perdu ma maman près du magasin de bonbons. Elle m'a dit de ne pas m'éloigner, mais j'ai vu des chocolats en forme de bonhomme de neige, et quand je me suis retournée, elle avait disparu. Elle a dit cela avec un calme qui m'a encore plus inquiétée. Elle ne pleurait pas, elle ne semblait pas paniquer. Elle constatait simplement le fait, comme si perdre sa mère dans un aéroport bondé était quelque chose d'ordinaire. Tu ne devrais pas chercher de l'aide ? Un agent de sécurité ? Quelqu'un de la compagnie aérienne ? J'ai demandé, regardant autour de moi, cherchant un adulte responsable qui pourrait chercher désespérément cet enfant. La fillette a haussé les épaules, un geste si adulte que j'ai oublié une seconde que je parlais à une enfant de 5 ans. J'ai essayé, mais tout le monde est très occupé et fâché. Alors j'ai vu madame ici toute seule
et j'ai pensé que peut-être on pourrait s'aider. Elle a tendu sa petite main chaude vers moi, comme si elle concluait un accord commercial. On cherche ensemble? Ma maman est grande. Elle a de longs cheveux noirs et portait un manteau vert. On va la trouver vite, je pense. Je devrais avoir dit non. J'aurais dû appeler immédiatement la sécurité, confier la fillette aux professionnels, retourner à mon banc et à ma solitude contrôlée. Mais quelque chose dans ses yeux marrons, dans cette confiance inexplicable qu'elle me donnait, à moi, une parfaite étrangère, m'a fait me lever. J'ai rangé la boîte en bois dans mon sac, ajusté mon manteau sur mon bras et j'ai pris sa main. Elle était si petite, si fragile, et pourtant, elle tenait la mienne avec une fermeté qui m'a surprise. « Comment tu t'appelles » j'ai demandé pendant que nous commencions à marcher dans le terminal, évitant les valises, les poussettes et les groupes de touristes perdus. « Léa » elle a répondu, sautant pour éviter une flaque de neige fondue que quelqu'un avait traînée à l'intérieur. « Et vous » Cela faisait si longtemps que quelqu'un m'appelait Madame, sans que ce soit dans un contexte professionnel, sans que ce soit une formalité vide, que le mot sonnait étrangement à mes oreilles. « Mireille », j'ai dit, et ma propre voix me semblait distante, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Léa a commencé à bavarder pendant que nous marchions, me racontant les chocolats qu'elle avait vus, comment sa maman avait promis qu'elle verrait la tour Eiffel illuminée pour Noël, comment elle avait peur de l'avion, mais qu'elle était courageuse parce que c'était Noël et que Noël était magique. J'écoutais simplement, à moitié étourdie, à moitié fascinée par cet enfant qui parlait sans filtre, sans peur, sans les barrières que nous, adultes, construisons au fil des années. Nous sommes passés devant la parfumerie, la librairie, la cafétéria, où un groupe d'adolescents se plaignait bruyamment des vols annulés. Léa serrait ma main chaque fois que quelqu'un la bousculait, mais elle ne s'arrêtait pas de marcher, ne cessait pas de chercher, ne cessait pas de croire que nous allions trouver sa maman. Et c'est là, en marchant aux côtés de cette petite fille têtue avec son bonnet à oreilles d'ours, que quelque chose à l'intérieur de moi a commencé à se fissurer. Je ne sais pas si c'était la façon dont elle m'avait fait confiance sans me connaître. Je ne sais pas si c'était le fait que je faisais quelque chose d'utile, quelque chose qui comptait, pour la première fois depuis des mois. Je ne sais pas si c'était simplement la chaleur de cette petite main dans la mienne, me rappelant quand Claire avait cet âge et me voyait encore comme la personne la plus importante du monde. Mais quelque chose a commencé à bouger dans ma poitrine, quelque chose que j'avais enterré si profondément que je pensais ne plus jamais le ressentir. Léa s'est arrêtée soudainement, tirant ma main avec force. « Là !» elle a crié, pointant du doigt une femme aux cheveux noirs qui courait dans notre direction, le visage pâle de panique, les yeux rouges d'avoir tant pleuré. La femme a vu Léa et a émis un son qui était moitié sanglot, moitié cri de soulagement. Elle s'est jetée à genoux par terre, a tiré la fillette dans une étreinte si serrée qu'elle semblait vouloir fusionner les deux en un seul corps, et a commencé à pleurer désespérément, embrassant le visage de sa fille, vérifiant qu'elle était entière, répétant « Pardon, pardon, pardon », comme un mantra désespéré. Léa, avec tout le calme du monde, a caressé les cheveux de sa maman et a dit « Tout va bien, maman. Madame Mireille m'a aidé à te retrouver. Elle aussi était perdue. Alors on s'est trouvés ensemble. » La femme a levé son visage mouillé de larmes et m'a regardé. Et à ce moment-là, j'ai vu quelque chose qui m'a brisé et guéri en même temps. Elle n'a rien dit au début. Elle m'a simplement regardé avec une gratitude si profonde, si viscérale, que j'ai réalisé que cela faisait des années que personne ne me regardait ainsi. Comme si j'avais fait quelque chose qui comptait vraiment. Comme si ma présence faisait une différence. Elle s'est levée, tenant toujours Léa contre sa poitrine, et a tendu sa main libre vers moi, tremblante. « Merci », elle a chuchoté, la voix brisée. « Merci d'être restée avec elle. Merci de ne pas l'avoir laissée seule. J'ai tourné le dos 2 secondes, et quand j'ai regardé, elle avait disparu, je pensais. Elle n'a pas pu terminer sa phrase, les sanglots la submergeant à nouveau. J'ai serré sa main, sentant l'urgence, le désespoir, l'amour écrasant qu'une mère ressent pour sa fille, et pour la première fois en 4 ans, je me suis permis de ressentir la douleur complète de ce que j'avais perdu avec Claire.
Elle est une petite fille très courageuse, j'ai dit, ma voix sortant plus rauque que prévu. Et très intelligente. Elle savait exactement quoi faire. La femme a hoché la tête, essuyant son visage avec le dos de sa main, essayant de se recomposer. Je suis Anaïs. Anaïs Mercier. J'habite à Marseille. Nous allons rendre visite à ma mère à Toulouse pour Noël, mais avec cette tempête de neige. Elle a vaguement gesticulé vers le chaos autour de nous, incapable de former des phrases complètes encore. Léa s'est détachée de l'étreinte de sa maman et m'a à nouveau tiré par la main. Madame Mireille va attendre avec nous. Elle a dit que son vol aussi a été annulé. On peut rester ensemble jusqu'à ce qu'on puisse voler. J'allais dire non, qu'elle s'était retrouvée, que je devais retourner à mon coin solitaire et ma boîte en bois et mes souvenirs douloureux. Mais Anaïs m'a regardé avec ses yeux encore rouges de pleurs et a dit, avec une sincérité qui m'a complètement désarmée, « S'il vous plaît, laissez-moi au moins vous offrir un café. Un chocolat chaud, n'importe quoi. Vous ne savez pas ce que cela a signifié pour moi de savoir que ma fille était avec quelqu'un qui prenait soin d'elle. Si vous qui m'écoutez en ce moment savez ce que c'est de porter un poids que personne d'autre ne voit, si vous vous êtes déjà senti invisible au milieu de la foule, mettez un like à cette vidéo. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez. Parfois, savoir que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage fait toute la différence. Je suis heureuse que vous soyez ici avec moi. Nous nous sommes installés toutes les trois dans une petite cafétéria près de la porte que, ironiquement, aucune de nous ne pourrait utiliser dans les prochaines heures. Anaïs a commandé 2 chocolats chauds et un café, mais j'ai insisté pour payer, ayant besoin de faire quelque chose, n'importe quoi, pour me sentir moins inutile. Léa s'est assise entre nous deux, balançant ses petites jambes qui n'atteignaient pas le sol, trop excitée pour quelqu'un qui venait de se perdre dans un aéroport international. Elle a sorti un cahier de dessin de son sac à dos et a commencé à gribouiller avec des crayons de cire, fredonnant doucement une chanson de Noël que je ne reconnaissais pas. Anaïs a pris une longue gorgée du chocolat chaud, a fermé les yeux un instant et a expiré lentement, comme si elle essayait d'expulser la panique de son corps. « Désolée d'être un tel désastre, » elle a dit, essuyant discrètement ses yeux à nouveau. « Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Quand j'ai réalisé qu'elle n'était plus à mes côtés, mon cœur s'est simplement arrêté. J'ai commencé à crier son nom, à courir comme une folle, à imaginer les pires choses. » Elle s'est arrêtée, mordant sa lèvre, incapable de verbaliser les horreurs que son esprit de mère avait conjurées pendant ces terribles minutes. « Vous avez des enfants ?» La question était simple, polie, le genre de choses que les gens demandent pour combler les silences. Mais pour moi, ce fut comme recevoir un coup dans l'estomac. J'ai une fille, présent du verbe « avoir ». Mais en même temps, est-ce que je l'ai vraiment encore? Quand a été la dernière fois que nous avons vraiment parlé? Quand a été la dernière fois qu'elle m'a appelé non par obligation, mais parce qu'elle voulait entendre ma voix? J'ai une fille, j'ai finalement dit, ma voix sortant plus basse que je ne le voulais. Claire. Elle a 32 ans maintenant. Elle vit à Lyon avec son épouse. Je n'ai pas mentionné les 4 années de silence. Je n'ai pas mentionné que j'étais en route vers Lyon, dans une tentative désespérée de reconquérir quelque chose qui était peut-être déjà mort. Anaïs a hoché la tête, mais quelque chose dans mon ton a dû révéler plus que je ne voulais, parce qu'elle n'a pas posé plus de questions. Les heures suivantes se sont transformées en une sorte de bulle surréaliste. La tempête de neige a empiré dehors, transformant le monde au-delà des fenêtres de l'aéroport en un rideau blanc et impénétrable. Les annonces continuaient, annulation après annulation, retard après retard. Les gens autour de nous devenaient de plus en plus irrités, fatigués, désespérés d'atteindre leur destination. Mais là, à cette petite table de la cafétéria, quelque chose de différent se passait. Anaïs a commencé à parler de Marseille, de son travail d'infirmière dans un hôpital public, de la difficulté d'élever Léa seule après que le père soit parti quand elle n'avait qu'1 an. Léa dessinait, chantait, posait des questions impossibles à répondre comme « Pourquoi la neige est-elle blanche ?» et « Où vont les avions quand il n'y a plus personne dedans ?» Et moi, étonnamment, j'ai commencé à parler aussi. Pas de Claire, pas encore, mais d'autres choses.
De comment j'avais grandi à Reims, dans une famille de marchands de champagne qui s'attendait à ce que je suive la tradition, mais que je voulais être avocate. De comment j'avais lutté pour prouver ma valeur dans un cabinet dominé par les hommes dans les années 80. Anaïs écoutait avec une attention authentique, posant des questions, semblant vraiment intéressée. Et Léa, qui devrait être ennuyée par les conversations d'adultes, continuait à me regarder avec ses grands yeux et est finalement montée sur mes genoux, comme si nous étions de vieilles connaissances, se blottissant contre moi pendant qu'elle dessinait. Le poids de ce petit corps chaud et confiant contre moi était presque trop à supporter. Cela faisait si longtemps que quelqu'un cherchait volontairement mes genoux, que quelqu'un me voyait comme un refuge sûr. Claire avait arrêté de faire cela à 9 ans, disant qu'elle était trop grande, que les câlins étaient pour les bébés. J'avais accepté, fière de son indépendance, sans réaliser que je perdais quelque chose de précieux. Sans réaliser que d'ici quelques années, elle serait trop indépendante, trop distante, trop blessée pour revenir. C'est Léa qui a finalement demandé, avec cette franchise brutale d'enfant, « Pourquoi vous étiez perdue avant, Mireille? Vous ne saviez pas où aller ?» Anaïs a fait mine de réprimander sa fille pour la question indiscrète, mais j'ai levé la main, indiquant que tout allait bien. Comment expliquer cela à une enfant de 5 ans? J'étais perdue parce que, parfois, on oublie où on va quand on reste trop longtemps sans avoir quelqu'un qui nous attend à la fin du chemin. J'ai finalement dit, choisissant soigneusement mes mots. J'allais rendre visite à ma fille, mais cela faisait longtemps que nous ne nous étions pas vus, et j'avais peur. Léa s'est retournée pour me regarder, fronçant les sourcils. Peur de quoi? Peur qu'elle me haïsse, peur d'avoir perdu trop de temps, peur de regarder dans ses yeux et de ne voir que froideur, que politesse feinte, que le désir que je parte vite. Peur qu'elle ne soit pas heureuse de me voir. J'ai dit, et j'ai réalisé trop tard que ma voix s'était fissurée. Anaïs a tendu la main sur la table et a touché la mienne, un geste simple mais si chargé de compréhension qu'il m'a fait avaler les larmes qui menaçaient de sortir. Léa a réfléchi un moment, puis a déclaré, avec la confiance absolue de quelqu'un qui voit le monde en noir et blanc. « Mais vous êtes sa maman. Les mamans nous rendent toujours heureux, même quand on se dispute. Ah, si seulement c'était aussi simple. » Le temps a passé étrangement là, dans cet aéroport gelé. Des heures qui semblaient des minutes, parce que pour la première fois depuis si longtemps, j'étais vraiment présente, vraiment connectée avec d'autres personnes. Anaïs m'a parlé de sa mère, qui était en rémission d'un cancer, mais encore fragile. Et comment ce Noël était important? Parce que ce pourrait être le dernier qu'elles passeraient ensemble. Et moi, finalement, j'ai commencé à parler de Claire. De comment j'avais été tellement concentrée à lui donner tout ce que je n'avais pas eu. Stabilité financière, éducation de qualité, opportunités, que j'avais oublié d'être simplement présente. De comment j'avais travaillé tard tous les soirs, raté des spectacles scolaires, des anniversaires, des conversations importantes. De comment, quand Claire a annoncé qu'elle était lesbienne à 17 ans, j'avais réagi avec froideur professionnelle au lieu de l'embrasser et de lui dire que je l'aimais indépendamment de tout. Je n'ai pas dit que je n'acceptais pas, j'ai expliqué, sentant le poids de la culpabilité que je portais depuis 15 ans. J'ai dit que j'acceptais, que c'était sa vie, qu'elle avait le droit de choisir. Mais je l'ai dit de la même manière que je discuterais d'un contrat avec un client, sans émotion, sans chaleur. Et elle l'a remarqué. Elle a remarqué que j'étais seulement polie, que j'accomplissais juste le rôle d'une mère progressiste, mais qu'à l'intérieur, j'étais mal à l'aise. Pas parce qu'elle était gaie, mais parce que je ne savais pas comment gérer les émotions. Je ne l'ai jamais su, et elle a interprété mon malaise comme du rejet. Anaïs a serré ma main plus fort. Léa s'était endormie sur mes genoux à ce moment-là, épuisée de la journée agitée, le bonnet de travers sur sa tête, une petite main agrippée à mon pull. Je l'ai regardée et j'ai ressenti une envie douloureuse. L'envie d'Anaïs, qui malgré toutes les difficultés avait encore sa fille, recevait encore des câlins spontanés, était encore nécessaire d'une manière que je ne serai plus jamais pour Claire. « Vous pensez qu'il est trop tard ?» J'ai demandé, ma voix presque un chuchotement pour ne pas réveiller la fillette. « Vous pensez que certaines choses on les casse d'une manière qu'il n'y a pas de réparation ?» Anaïs est restée silencieuse pendant un long moment, me regardant simplement avec ses yeux sombres et pénétrants qui avaient déjà vu beaucoup de choses dans la vie.
Puis elle a dit quelque chose que je n'attendais pas. « Je pense que vous avez déjà commencé à réparer aujourd'hui, quand vous avez pris la main de ma fille et choisi de ne pas rester perdue seule. » La tempête de neige a commencé à diminuer vers minuit. Les annonces sont passées d'annulation à de nouveaux horaires, de vraies possibilités de décollage. L'aéroport entier a semblé soupirer de soulagement. Anaïs a dû réveiller Léa, qui s'est plainte endormie mais s'est finalement levée, frottant ses yeux. Mon vol pour Lyon a été reprogrammé pour 6 heures du matin. Celui d'Anaïs et Léa pour Toulouse, pour 5 heures. Nous nous sommes levés de cette table où nous avions passé plus de 8 heures ensemble. Et pendant un moment, aucune de nous n'a su quoi dire. Léa m'a serré fort, écrasant son visage contre ma taille. « Vous allez bien aller, Mireille. Votre fille sera heureuse de vous voir, je le sais. » J'aurais aimé avoir sa foi, sa certitude, sa pureté. Anaïs m'a aussi embrassée et a chuchoté à mon oreille « Merci d'exister au bon moment. Merci de me rappeler qu'il y a encore de la bonté dans le monde. » Nous avons échangé des numéros de téléphone, des adresses e-mail, des promesses de garder contact qui restent généralement juste des promesses. Mais cette fois, j'ai senti que ce serait différent. Cette fois, j'ai senti que quelque chose de réel s'était passé ici. Quand j'ai finalement embarqué dans le vol pour Lyon à 6 heures du matin, alors que le soleil commençait à teinter le ciel de rose derrière les nuages qui se dispersaient, je tenais dans mon sac non seulement la petite boîte en bois avec les lettres de Claire, mais aussi le dessin que Léa avait fait de nous trois. Et pour la première fois en 4 ans, je n'avais pas peur de ce que je trouverais en arrivant. J'étais prête à vraiment essayer, à vraiment parler, à vraiment être mère, enfin. Parce que si une enfant de 5 ans que j'avais rencontrée par hasard dans un aéroport avait pu voir quelque chose en moi qui valait la peine de faire confiance, peut-être que Claire aussi le pourrait. Si seulement je montrais qui j'étais vraiment sous toutes les armures que j'avais construites. Mais ce que je ne savais pas, alors que cet avion décollait vers Lyon et vers le moment le plus important de ma vie, c'est que parfois recommencer n'arrive pas comme on le planifie. Parfois, le pardon ne vient pas emballé dans des étreintes et des larmes cathartiques. Parfois, il vient lentement, il vient brisé, il vient avec des conditions. Et parfois, les personnes qui nous sauvent ne sont pas celles que nous attendions. L'avion a atterri à Lyon sous un ciel qui commençait à peine à s'éclaircir après la tempête de neige. Il était 8 heures passées quand j'ai récupéré ma valise et traversé le terminal de l'aéroport Saint-Exupéry, mon cœur battant de plus en plus fort à chaque pas. J'avais répété mentalement ce que j'allais dire à Claire pendant tout le vol. Mais maintenant que le moment approchait, tous mes mots soigneusement préparés semblaient vides et inadéquats. Comment résumer 4 années de silence? 32 ans de distance émotionnelle, une vie entière de malentendus en quelques phrases? J'ai serré plus fort la poignée de ma valise et me suis dirigée vers la sortie, essayant de calmer ma respiration, essayant de me convaincre que tout irait bien, que j'avais changé pendant ces 8 heures dans l'aéroport avec une enfant perdue et sa mère, que j'étais capable de faire mieux cette fois-ci. Claire m'attendait près des portes automatiques, et quand je l'ai vue, mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Elle avait coupé ses cheveux, qui étaient maintenant très courts, presque rasés sur les côtés. Elle portait un manteau marine élégant et tenait son téléphone d'une main, consultant quelque chose avec une expression neutre qui ne révélait rien de ce qu'elle ressentait. Elle ne m'avait pas encore vue. Pendant une seconde de lâcheté pure, j'ai pensé à faire demi-tour, reprendre le prochain vol pour Paris, disparaître avant qu'elle ne lève les yeux et que ce moment devienne réel. Mais je me suis souvenu de Léa me tenant la main, marchant avec confiance dans ce terminal bondé, croyant que nous allions trouver ce que nous cherchions. Si une enfant de 5 ans pouvait avoir ce courage, je devais l'avoir aussi. J'ai avancé. Claire a levé les yeux. Nos regards se sont croisés. Et pendant un long moment qui a semblé durer une éternité, nous sommes restés là, à nous observer à travers les quelques mètres qui nous séparaient, 2 femmes qui partagent du sang, mais qui sont devenues des étrangères. Elle n'a pas souri, n'a pas couru vers moi, a simplement hoché la tête une fois et glissé son téléphone dans sa poche. « Maman », elle a dit quand je me suis approchée, sa voix polie mais froide comme le marbre d'un monument funéraire. « Ton vol a été très retardé. Je commençais à me demander si tu allais vraiment venir. » Il y avait quelque chose dans sa voix,
une pointe d'accusation à peine voilée, comme si même après avoir accepté de me recevoir, elle s'attendait encore à ce que je la déçoive, comme si je l'avais toujours déçue. « Il y a eu une tempête de neige », j'ai expliqué, ma voix sortant plus rauque que je l'aurais voulu. L'aéroport était complètement bloqué. Claire a simplement hoché la tête à nouveau, prenant ma valise sans me demander si j'avais besoin d'aide. Simplement par pure efficacité, comme on coche une case sur une liste de tâches. Nous avons marché vers le parking en silence, un silence tellement lourd qu'il pesait sur mes épaules comme un manteau de plomb. J'ai essayé de trouver quelque chose à dire, n'importe quoi pour briser cette tension insupportable, mais chaque phrase qui me venait à l'esprit sonnait fausse ou inappropriée. « Comment vas-tu » aurait été ridicule après 4 ans. « Tu as changé de coiffure » aurait été superficiel. « Je suis désolé pour tout » aurait été trop tôt, sans contexte. La voiture de Claire était une Peugeot grise impeccablement propre qui sentait la lavande et le cuir. Elle a mis ma valise dans le coffre, s'est installée au volant et a démarré le moteur sans un mot. Nous avons quitté le parking, pris l'autoroute en direction du centre-ville, et le silence a continué de s'étirer entre nous comme un fil électrique tendu au maximum. Je regardais par la fenêtre le paysage hivernal de Lyon qui se dévoilait progressivement, la neige qui commençait à fondre sur les toits, les rues encore désertes en ce matin de Noël, les guirlandes lumineuses qui pendaient aux réverbères. C'était une ville magnifique, je l'avais toujours pensé, mais là, assise à côté de ma fille qui refusait de me regarder, elle me semblait aussi froide et inhospitalière que l'Arctique. Sophie a préparé la chambre d'amis. Claire a finalement dit, sa voix plate et professionnelle, comme si elle parlait à une cliente. Elle a dû partir travailler ce matin, urgence à l'hôpital, mais elle sera de retour cet après-midi pour le dîner. On mange vers 19h. Si tu as faim avant, il y a de quoi te faire un sandwich dans le frigo. Pas notre chambre d'amis. La chambre d'amis. Comme si cette maison n'avait rien à voir avec moi. Comme si j'étais une touriste. Une invitée de dernière minute qu'on tolère par politesse. Et peut-être que c'était exactement ce que j'étais. « Merci », j'ai murmuré, ne sachant pas quoi dire d'autre. « C'est gentil de m'accueillir. Je sais que ce n'était pas. Que ce n'est pas facile pour toi. » Claire a serré le volant un peu plus fort, ses jointures blanchissant. Sophie a insisté. Elle a dit « Et ces 3 mots ont été comme des couteaux. » Sophie a insisté. Pas « je voulais que tu viennes ». Pas « j'avais envie de te voir ». Juste que sa femme avait insisté, parce qu'apparemment même après tout ce temps, même après tout ce que j'avais raté, Sophie avait plus de générosité que ma propre fille. Ou peut-être qu'elle avait juste pitié de moi. Une vieille femme seule à Noël. Quel cliché pathétique. Nous avons traversé le Rhône, les eaux grises et agitées reflétant le ciel nuageux, et je me suis souvenu d'une fois où Claire avait peut-être 8 ans et que nous étions venus à Lyon pour un week-end. Elle avait voulu voir le fleuve, toucher l'eau, et j'avais dit non, que nous n'avions pas le temps, que j'avais une réunion importante le lendemain. Combien de fois avais-je dit non? Combien de petits moments avais-je sacrifiés pour des réunions importantes qui maintenant ne signifiaient plus rien? Leur appartement se trouvait dans le 4e arrondissement, dans un immeuble ancien, magnifiquement rénové près de la Croix-Rousse. Claire a garé la voiture dans un parking souterrain. Nous sommes montés en ascenseur jusqu'au 3e étage et elle a ouvert la porte sur un espace lumineux et chaleureux qui criait « Maison heureuse » dans chaque détail. Il y avait des photos encadrées sur les murs, Claire et Sophie en voyage, à leur mariage, en randonnée quelque part dans les montagnes. Il y avait des plantes partout, des livres empilés sur les étagères, un canapé moelleux qui avait visiblement vécu, des tasses de café encore posées sur la table basse. C'était le genre d'appartement que les gens construisent ensemble, pièce par pièce, souvenir par souvenir. Le genre d'endroit où j'aurais dû être la bienvenue, mais où je me sentais comme une intruse. « Ta chambre est par là !» Claire a indiqué un couloir. « La salle de bain est juste à côté. Installe-toi. Je dois passer quelques coups de fil pour le travail. » Elle a disparu dans ce qui devait être son bureau avant que je puisse répondre. Je suis restée là, dans l'entrée, tenant ma valise, regardant autour de moi cet espace qui appartenait à ma fille et où il n'y avait aucune trace de moi. Pas une seule photo de nous deux. Pas un seul souvenir de son enfance. Rien qui suggère que j'avais un jour fait partie de sa vie.
J'ai avalé la boule dans ma gorge et me suis dirigée vers la chambre d'amis, une pièce petite mais bien décorée, avec un lit confortable, une commode et une fenêtre qui donnait sur une cour intérieure paisible. Sur la table de chevet, il y avait un petit vase avec des roses fraîches et une note manuscrite. « Bienvenue, Mireille. Heureuse que vous ayez pu venir. Sophie. » Au moins quelqu'un était heureuse. J'ai posé ma valise, me suis assise sur le lit et ai sorti de mon sac la petite boîte en bois avec les lettres de Claire. Je l'ai ouverte et sorti une des lettres écrites avec l'écriture maladroite d'une enfant de 7 ans. « Chère maman, aujourd'hui à l'école, on a appris les planètes. J'aimerais bien aller dans l'espace avec toi un jour. On pourrait flotter ensemble et voir la Terre d'en haut. Je t'aime jusqu'à Saturne et retour. Claire. » Elle voulait aller dans l'espace avec moi. Elle m'aimait jusqu'à Saturne et retour. Cette petite fille qui écrivait ces mots existait-elle encore quelque part sous la femme froide et distante qui m'avait à peine regardée? Ou est-ce que je l'avais tuée, cette petite fille, en étant absente encore et encore jusqu'à ce qu'elle arrête d'attendre que je rentre à la maison? J'ai passé le reste de la matinée dans cette chambre, incapable de sortir et d'affronter Claire, incapable de faire quoi que ce soit d'autre que de rester assise sur ce lit en tenant ces vieilles lettres. J'entendais des bruits dans l'appartement. Claire qui se déplaçait, qui parlait au téléphone avec quelqu'un, qui préparait quelque chose dans la cuisine. Une fois, elle est passée devant ma porte, s'est arrêtée comme si elle allait frapper, puis a continué sans le faire. Nous étions à 3 mètres l'une de l'autre, séparés par un simple mur. Mais la distance émotionnelle était un gouffre que je ne savais pas comment traverser. Vers midi, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas, mais j'ai répondu, désespérée pour n'importe quelle distraction. « Mireille, c'est Anaïs. » La voix était chaleureuse, inquiète. « Je voulais juste savoir si tu étais bien arrivée à Lyon. Léa n'arrête pas de demander de tes nouvelles depuis qu'on est arrivé chez ma mère. » J'ai senti quelque chose se détendre dans ma poitrine en entendant cette voix, ce lien avec les 8 heures dans l'aéroport où j'avais brièvement senti que je pouvais être utile à quelqu'un. Je suis arrivée, j'ai dit doucement, essayant de garder ma voix stable. Le vol s'est bien passé. Il y a eu un silence pendant lequel Anaïs a dû entendre tout ce que je ne disais pas, parce que sa voix suivante était plus douce, plus compréhensive. « Et comment ça se passe avec ta fille ?» Je ne pouvais pas mentir. Pas à elle. Pas après la façon dont elle m'avait parlé si honnêtement dans ce café. C'est difficile. Elle est polie, mais froide. Comme si j'étais une étrangère qu'elle tolère. Je ne sais pas comment réparer ça, Anaïs. Je ne sais même pas si c'est possible. Écoute, Anaïs a dit après un moment. Tu te souviens de ce que Léa t'a demandé hier? Pourquoi tu étais perdue? Et tu as dit que c'était parce que personne ne t'attendait au bout du chemin? J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Mais tu t'es trompée. Claire t'attendait. Peut-être pas de la façon que tu espérais, peut-être pas avec les bras ouverts, mais elle t'a invité. Elle t'a accueilli chez elle. C'est déjà quelque chose. C'est déjà un début. Je voulais croire ça. Je voulais vraiment y croire. Mais comment commencer à reconstruire quelque chose quand l'autre personne construit des murs plus vite que tu peux poser des fondations? Je vais te laisser, Anaïs a continué. Mais appelle-moi si tu as besoin de parler, d'accord? N'importe quand. Et Mireille, n'abandonne pas. Pas encore. L'après-midi est passé avec une lenteur douloureuse. J'ai finalement trouvé le courage de sortir de ma chambre, suis allée dans la cuisine où Claire préparait le dîner de Noël. Elle épluchait des légumes avec des mouvements précis et efficaces, concentrés sur sa tâche, le dos raide. « Je peux t'aider ?» j'ai demandé depuis le seuil, n'osant pas entrer sans permission. Claire a hésité, puis a poussé un saladier vers moi, sans me regarder. « Tu peux laver les pommes de terre. » Nous avons travaillé côte à côte en silence pendant peut-être 20 minutes. Seulement le bruit de l'eau courante et des couteaux sur les planches à découper. C'était insupportable, cette proximité physique couplée à une distance émotionnelle totale. J'ai essayé plusieurs fois de commencer une conversation, mais à chaque fois, les mots mouraient dans ma gorge avant de sortir. Finalement, je ne pouvais plus supporter le silence. « Claire, j'ai commencé, ma voix tremblant légèrement. Je voudrais qu'on parle. De nous, de ce qui s'est passé. » Claire a arrêté de couper. Ses épaules se sont tendues.
Et pendant un long moment, elle est restée immobile, le couteau suspendu dans l'air. Puis elle l'a posé avec précaution, s'est retournée vers moi, et pour la première fois depuis mon arrivée, m'a vraiment regardé dans les yeux. Ce que j'ai vu là m'a brisé le cœur. Ce n'était pas de la colère, ce n'était même pas de la haine, c'était de la résignation, de l'épuisement. Le regard de quelqu'un qui a déjà pleuré toutes ses larmes et qui n'a plus l'énergie de se battre. « Tu veux parler ?» Elle a répété, sa voix plate. « Maintenant tu veux parler, après 4 ans, après toute une vie d'absence. » Je sais que j'ai tout gâché, j'ai dit rapidement, sentant que si je ne disais pas tout maintenant, je ne le dirais jamais. Je sais que j'ai été une mauvaise mère, que j'étais toujours au travail, toujours distraite, toujours ailleurs, que quand tu avais besoin de moi, je n'étais pas là, que quand tu m'as dit qui tu étais vraiment, j'ai réagi comme une avocate plutôt que comme une mère. Je le sais, Claire. Je l'ai toujours su, mais je ne savais pas comment le réparer. Claire a croisé les bras sur sa poitrine, une posture défensive que je reconnaissais, parce que c'était la même que j'adoptais dans les salles d'audience quand je me sentais attaquée. « Tu ne peux pas le réparer », elle a dit simplement. « C'est fait. C'est du passé. » Je ne suis plus cette petite fille qui attendait que sa mère rentre à la maison. J'ai grandi, j'ai construit ma vie, et tu n'en fais pas partie. Les mots ont été comme des balles, chacun atteignant sa cible avec précision. Mais j'ai forcé mes pieds à rester plantés sur le sol, forcé mes yeux à ne pas se détourner. « Je sais que je ne fais plus partie de ta vie », j'ai dit, ma voix se brisant malgré mes efforts. « Mais je voudrais, j'aimerais qu'on essaie, qu'on recommence, même si c'est lentement, même si c'est difficile. Je ne peux pas changer le passé, mais peut-être qu'on pourrait construire quelque chose de nouveau pour le futur ?» Claire a ri, un son dur et amer qui ne ressemblait en rien au rire cristallin qu'elle avait enfant. « Quelque chose de nouveau », elle a répété. « Comme quoi, exactement ? Tu voudrais qu'on se téléphone une fois par semaine ? Qu'on fasse semblant d'être une famille normale ? Qu'on poste des photos ensemble sur les réseaux sociaux et qu'on prétende que tout est parfait ? Non, j'ai dit fermement. Je voudrais qu'on soit honnête l'une avec l'autre, que tu me dises tout ce que j'ai raté, tout ce que je t'ai fait subir, et que je te montre qui je suis vraiment maintenant, pas la femme qui était trop occupée pour être ta mère, mais celle qui regrette chaque minute où elle n'était pas là pour toi. Claire m'a regardée pendant ce qui a semblé une éternité, son visage une carte illisible d'émotions contradictoires. Puis elle a secoué la tête lentement. « Tu ne comprends toujours pas, maman, ce n'est pas juste une question de temps. Ce n'est pas juste que tu étais au travail pendant mes spectacles de danse ou que tu as raté mes anniversaires. C'est que même quand tu étais physiquement présente, tu n'étais pas vraiment là. Tu ne me voyais pas. Tu voyais une version de moi que tu avais dans ta tête, la fille parfaite qui suivrait tes traces, qui deviendrait quelqu'un d'important. Mais tu ne voyais pas qui j'étais vraiment. Elle avait raison. Mon Dieu, elle avait tellement raison. J'avais projeté sur elle toutes mes ambitions, tous mes rêves non réalisés, sans jamais lui demander ce qu'elle voulait vraiment, qui elle voulait vraiment être. Tu as raison, j'ai admis, les mots sortant difficilement. J'ai essayé de te modeler à mon image au lieu d'apprendre qui tu étais. Et quand tu as commencé à te révéler, à me montrer ton vrai toi, j'ai paniqué. Parce que je ne savais pas comment gérer une fille qui n'était pas une version miniature de moi-même. Alors je me suis retirée encore plus. Et je suis tellement, tellement désolée pour ça. Les yeux de Claire se sont remplis de larmes, la première vraie émotion qu'elle avait montrée depuis mon arrivée. « Tu sais ce qui me fait le plus mal ?» elle a demandé, sa voix tremblante. « Ce n'est même pas que tu n'étais pas là. C'est que, quand Sophie et moi nous sommes mariés, quand j'ai vécu le jour le plus heureux de ma vie, tu étais là physiquement, mais tu n'étais pas heureuse pour moi. Tu souriais, tu disais les bonnes choses, mais je voyais dans tes yeux que tu étais mal à l'aise. Comme si mon bonheur était quelque chose que tu devais tolérer plutôt que célébrer. Je n'étais pas mal à l'aise parce que tu épousais une femme, j'ai dit rapidement, désespérée de la faire comprendre. J'étais mal à l'aise parce que je ne savais pas comment être dans ta vie d'une manière qui avait du sens. J'avais l'impression d'être une invitée à mon propre événement familial. Et j'avais raison, n'est-ce pas? Je n'étais qu'une invitée
une obligation. Quelqu'un que tu devais inviter parce que c'est ce qu'on fait, mais pas quelqu'un que tu voulais vraiment là. Claire a essuyé ses yeux avec colère, comme si elle était furieuse contre elle-même de montrer de l'émotion. « Bien sûr que je voulais que tu sois là, » elle a dit, sa voix brisée. « Tu es ma mère. Peu importe à quel point tu m'as blessée, peu importe à quel point notre relation est cassée, tu es ma mère. Et je voulais que ma mère soit fière de moi ce jour-là. Que tu me serres dans tes bras et que tu me dises que tu étais heureuse pour moi. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as juste existé dans l'espace. » La porte d'entrée s'est ouverte à ce moment-là, et une femme grande aux cheveux bouclés est entrée, secouant la neige de son manteau. Sophie. Elle s'est arrêtée net en nous voyant, Claire et moi, face à face dans la cuisine, toutes les deux en larmes. « Oh !» elle a dit doucement. « Je vais aller me changer. » Mais Claire a secoué la tête. « Non, reste, de toute façon, on a fini. » Elle s'est détournée de moi, a repris ses légumes et son couteau, et s'est remise au travail comme si notre conversation n'avait jamais eu lieu. Sophie m'a regardée avec une expression de sympathie mêlée de gêne, puis s'est approchée de sa femme et a posé une main sur son épaule. Claire s'est penchée dans ce contact, cherchant le réconfort, et j'ai réalisé avec une douleur aiguë que c'était exactement ce que j'aurais dû faire quand elle avait 11 ans et qu'elle était rentrée en pleurant parce qu'on l'avait moquée à l'école. Au lieu de ça, j'avais dit qu'il fallait être plus forte, qu'elle devait apprendre à se défendre. Toujours des solutions pratiques, jamais juste de l'amour. Le dîner de Noël était magnifique et atroce en même temps. Sophie avait manifestement fait beaucoup d'efforts. La table était joliment dressée avec des bougies et de la porcelaine fine. Il y avait une dinde rôtie parfaitement dorée, des marrons glacés, du gratin dauphinois, une bûche au chocolat pour le dessert. Tout était délicieux. Tout était insupportable. Sophie essayait de maintenir une conversation légère, me posant des questions sur mon travail d'avocate maintenant que j'étais en retraite anticipée, sur mon appartement à Reims, sur n'importe quoi qui ne soit pas la tension évidente entre Claire et moi. Je répondais poliment, reconnaissante pour ses efforts, même si chaque mot me coûtait. Claire mangeait en silence, poussant la nourriture dans son assiette, ne me regardant jamais directement. À un moment, Sophie a mentionné qu'elle pensait adopter un enfant l'année prochaine, qu'elles avaient commencé les démarches. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. Ma fille allait devenir mère. J'allais être grand-mère. C'était la première chose vraiment heureuse que j'apprenais sur la vie de Claire depuis des années. « C'est merveilleux », j'ai dit, et pour une fois, ma voix était chargée d'émotions réelles, de joie réelle. « Vous allez être des mères extraordinaires. L'enfant qui vous aura sera tellement chanceux. » Claire a levé les yeux vers moi pour la première fois du dîner, et il y avait quelque chose dans son regard qui ressemblait presque à de la surprise. Comme si elle ne s'attendait pas à ce que je dise quelque chose de sincère. Comme si elle pensait que j'allais critiquer ou juger. Le fait qu'elle s'attendait à ça de moi me faisait plus mal que n'importe quelle accusation directe. « Merci », Sophie a dit chaleureusement, serrant la main de Claire sur la table. On est très excités, et un peu terrifiés, pour être honnête. Tous les parents sont terrifiés, j'ai dit doucement, regardant Claire. La terreur ne s'arrête jamais vraiment. Vous avez juste peur de choses différentes à mesure qu'ils grandissent. Mais l'amour ne s'arrête jamais non plus. Même quand vous faites des erreurs, même quand vous gâchez tout, l'amour est toujours là. Claire m'a regardée pendant un long moment, et je pouvais voir qu'elle luttait avec quelque chose, qu'elle voulait dire quelque chose, mais ne savait pas comment. Finalement, elle a juste hoché la tête et s'est remise à manger. Mais quelque chose avait changé. Quelque chose d'infinitésimal, mais réel. Après le dîner, Sophie s'est portée volontaire pour faire la vaisselle et a insisté pour que Claire et moi allions nous asseoir au salon. Je pense qu'elle essayait de nous forcer à passer du temps ensemble, et je lui en étais reconnaissante, même si l'idée me terrifiait. Claire et moi nous sommes assises sur le canapé, à une distance prudente l'une de l'autre, le silence s'installant à nouveau entre nous. J'ai sorti mon téléphone, cherchant quelque chose, n'importe quoi, pour briser ce silence. J'ai trouvé la photo que Léa m'avait envoyée par l'intermédiaire d'Anaïs, le dessin de nous trois dans l'aéroport. Hier, dans l'aéroport, j'ai commencé hésitamment. J'ai rencontré une petite fille qui s'était perdue.
Elle m'a trouvée assise sur un banc, complètement désorientée avec tous ses retards, et elle m'a demandé si j'étais perdue aussi. J'ai montré le dessin à Claire. On a marché ensemble pour retrouver sa mère. Et ensuite, on a passé des heures à attendre nos vols ensemble. Cette petite fille, elle m'a rappelé toi. Pas comme tu es maintenant, mais comme tu étais. Curieuse, confiante, capable de faire confiance aux gens. Claire a regardé le dessin, ses doigts effleurant l'écran. « Tu m'as aidé à retrouver sa mère ?» Elle a demandé doucement. « Oui. » Et sa mère était tellement reconnaissante, tellement effrayée qu'elle l'avait perdue. Elle a pleuré en la serrant dans ses bras, et ça m'a fait réaliser. Ma voix s'est brisée. Ça m'a fait réaliser que c'est exactement ce que j'ai fait avec toi. Je t'ai perdue, pas dans un aéroport, mais d'une manière bien plus permanente. Et je n'ai jamais pleuré assez fort. Je n'ai jamais montré à quel point j'étais terrifiée de t'avoir perdue. Je suis juste restée dans mon coin, espérant que d'une manière ou d'une autre, tu reviendrais vers moi. Claire a posé le téléphone, s'est tournée vers moi, et j'ai vu quelque chose fondre dans ses yeux. « Tu sais ce qu'il y a de fou ?» Elle a dit, sa voix tremblante. « J'attendais que tu viennes me chercher. Pendant toutes ces années, même quand j'étais furieuse contre toi, même quand je te disais que je ne voulais plus te voir, une partie de moi attendait que tu te battes pour moi, que tu fasses l'effort, que tu montres que j'étais importante. Tu es importante, j'ai dit avec force, attrapant sa main avant qu'elle puisse se retirer. Tu es la chose la plus importante de ma vie. Je sais que je ne l'ai pas montré. Je sais que j'ai passé des années à agir comme si mon travail était plus important, comme si mes ambitions étaient plus importantes. Mais rien n'a jamais été plus important que toi. Je me suis juste perdue moi-même quelque part en cours de route, et j'ai oublié comment montrer ce que je ressentais vraiment. Claire n'a pas retiré sa main, et c'était déjà quelque chose, c'était énorme. Je ne peux pas te promettre que tout sera parfait maintenant, elle a dit lentement. Je ne peux pas effacer 4 ans de silence, ou toute une enfance où je me sentais comme ta dernière priorité. Mais elle a pris une grande inspiration. Mais peut-être qu'on pourrait essayer, vraiment essayer. Pas juste être polis l'une envers l'autre, mais vraiment travailler là-dessus. Oui, j'ai dit immédiatement, mes propres larmes coulant maintenant librement. Oui, s'il te plaît, je veux essayer. Je veux apprendre qui tu es maintenant. Je veux être là pour toi d'une manière qui compte vraiment. Je veux rencontrer mon futur petit enfant et être le genre de grand-mère que je n'ai pas été comme mère. Je veux. Ma voix s'est complètement brisée. Je veux juste une chance de te prouver que je peux faire mieux. Claire m'a serré dans ses bras alors, et c'était hésitant et maladroit et imparfait, mais c'était réel. Pour la première fois depuis tellement d'années, ma fille me serrait dans ses bras et je pouvais sentir qu'elle le pensait vraiment. Pas par obligation, pas par politesse, mais parce qu'une petite partie d'elle voulait encore croire que nous pouvions réparer ce qui était cassé. Nous sommes restés comme ça pendant longtemps, pleurant toutes les deux, Sophie observant depuis l'embrasure de la porte de la cuisine, avec un sourire en larmes. Cette nuit-là, dans la chambre d'amis, je ne pouvais pas dormir. Je suis restée éveillée, regardant le plafond, rejouant chaque moment de la journée. Ce n'était pas une réparation magique, ce n'était pas un happy end de conte de fées. C'était juste le tout début de quelque chose, fragile et incertain. Mais c'était quelque chose. Et c'était plus que ce que j'avais eu depuis 4 ans. Mon téléphone a vibré vers 2 heures du matin. Un message d'Anaïs. Comment ça s'est passé? Léa veut savoir si tu as trouvé ta fille comme on l'a trouvée hier. J'ai souri à travers mes larmes et j'ai tapé ma réponse. Oui, je l'ai trouvée. Ou peut-être qu'elle m'a trouvée. Je ne suis plus sûre de qui a trouvé qui, mais on se cherche ensemble maintenant. Et c'est déjà énorme. Les jours suivants à Lyon ont été étranges dans le meilleur sens du terme. Ce n'était pas facile, ce n'était pas sans moments inconfortables et silence tendu, mais il y avait quelque chose de différent dans l'air. Claire ne m'évitait plus activement. Elle m'incluait dans les conversations. Elle me montrait des photos de leur voyage, me parlait de son travail comme architecte, me laissait participer à leur routine quotidienne. Sophie était merveilleuse, créant constamment des opportunités pour que Claire et moi passions du temps ensemble sans que ça semble forcé.
Un matin, elle a suggéré que Claire me montre ses projets architecturaux au bureau. Et Claire a accepté sans hésitation visible. C'était un petit miracle. Le bureau de Claire se trouvait dans le 2e arrondissement, dans un bâtiment industriel rénové près de la Confluence. Nous avons pris le métro ensemble, ce qui en soi était surréaliste après tant d'années. Juste être assise côte à côte dans un wagon bondé, regardant Lyon défiler à travers les fenêtres, sans avoir besoin de remplir chaque seconde de conversation. Parfois, le silence peut être confortable. Nous commencions à apprendre ça. Son bureau était un espace ouvert lumineux, rempli de grandes tables à dessin, de maquettes architecturales et de jeunes professionnels travaillant intensément sur leurs ordinateurs. Claire m'a présenté à quelques collègues qui m'ont salué poliment et je pouvais voir dans leurs yeux qu'ils savaient exactement qui j'étais, ou plutôt, qui je n'avais pas été. Claire m'a montré ses projets en cours, un complexe résidentiel durable, une rénovation d'école primaire, un centre communautaire. Elle parlait avec tellement de passion de son travail, ses yeux s'illuminant quand elle expliquait comment elle essayait de créer des espaces qui servaient vraiment les communautés, pas juste des bâtiments esthétiques, mais des lieux où les gens pouvaient véritablement vivre et se connecter. J'écoutais, fascinée, réalisant que je ne savais presque rien de cette partie de sa vie. Quand lui avais-je demandé pour la dernière fois ce qui la passionnait ? Quand avais-je pris le temps de vraiment comprendre son travail, ses rêves, ses ambitions ? « Tu es brillante », j'ai dit quand elle a fini de m'expliquer un projet particulièrement complexe. « Je suis tellement fière de ce que tu as construit. Pas juste les bâtiments, mais ta carrière, ta vie, qui tu es devenue. Et je suis désolée de ne pas l'avoir dit avant. Je suis désolée de ne pas avoir été là pour célébrer chaque réussite. » Claire a hoché la tête lentement, acceptant mes paroles sans les minimiser ou les rejeter comme elle l'aurait fait quelques jours auparavant. « Merci », elle a dit simplement. Ça compte de l'entendre. Nous avons déjeuné dans un petit bistrot près de son bureau et pour la première fois, notre conversation est devenue plus légère. Claire m'a raconté des histoires drôles sur ses collègues, sur des projets qui avaient mal tourné de manière hilarante, sur comment elle avait rencontré Sophie à un vernissage d'art où elles s'étaient toutes les deux retrouvées coincées dans une conversation atrocement ennuyeuse avec un critique prétentieux et avaient échangé des regards complices jusqu'à ce qu'elles éclatent de rire simultanément. Elle souriait en racontant ces histoires et mon cœur se gonflait de voir ce sourire qui avait été absent de son visage pendant toute ma visite jusqu'à maintenant. « Parle-moi de Léa », Claire a demandé soudainement pendant que nous attendions nos cafés. « La petite fille de l'aéroport, tu semblais vraiment touchée par cette rencontre. » J'ai souri, pensant à cet enfant extraordinaire avec son goro aux oreilles d'ours et sa confiance inébranlable. Elle m'a posé une question très simple qui a changé quelque chose en moi. J'ai expliqué. Elle m'a demandé si j'étais perdue aussi. Pas juste dans l'aéroport, mais vraiment perdue. Et j'ai réalisé que oui, je l'étais. Je ne savais plus où aller, qui j'étais sans mon travail, sans toi. Je me sentais complètement à la dérive. Et cette petite fille de 5 ans a simplement pris ma main et a décidé qu'on allait chercher ensemble. Elle ne m'a pas jugée. Elle ne m'a pas demandé pourquoi j'étais perdue ou comment j'en étais arrivée là. Elle a juste accepté que nous étions toutes les deux perdues et que peut-être ensemble, on pourrait se retrouver. Claire est restée silencieuse un moment, réfléchissant. « C'est drôle », elle a finalement dit. « C'est exactement ce que Sophie me dit toujours, qu'on n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses, qu'on peut juste admettre qu'on est perdu et chercher le chemin ensemble. Mais c'est dur pour moi. J'ai hérité ça de toi, je pense. Cette idée qu'il faut toujours avoir le contrôle, toujours savoir où on va, toujours avoir un plan. » J'ai ri doucement, un son un peu amer. « Je suis désolée de t'avoir transmis mes défauts aussi. »« Non », Claire a dit rapidement, « ce n'est pas juste un défaut. Ça m'a aussi rendue forte, indépendante, capable de construire ma propre vie. C'est juste que j'aurais aimé apprendre plus tôt qu'il est correct aussi d'être vulnérable, d'admettre quand on a besoin d'aide. Sophie m'a aidée avec ça. Elle m'aide encore. Elle a l'air merveilleuse. » J'ai dit sincèrement. « Je suis heureuse que tu aies trouvé quelqu'un comme elle. » Claire a souri, un vrai sourire cette fois, qui atteignait ses yeux. Elle l'est. Elle est tout ce que je ne savais pas que je cherchais. Patiente, gentille, drôle.
Elle me voit vraiment, tu vois. Pas juste les parties de moi que je montre au monde, mais toutes les parties brisées aussi. Et elle les aime toutes. Mon cœur s'est serré en entendant ça, parce que c'était exactement ce que j'aurais dû faire en tant que mère. Voir toutes les parties de ma fille, même les plus difficiles, et les aimer inconditionnellement. Je regrette, j'ai dit, ma voix tremblante, de ne pas t'avoir vue comme ça. De ne pas t'avoir laissé être vulnérable avec moi. Tu pensais toujours que tu devais être parfaite, et c'était ma faute. Parce que j'étais tellement obsédée par la perfection moi-même que je t'ai transmis ce fardeau. Maman. Claire a dit doucement, et c'était la première fois qu'elle m'appelait vraiment maman depuis mon arrivée. Pas juste un titre formel, mais un terme d'affection. On est toutes les deux en train d'apprendre, d'accord? On n'a pas besoin de résoudre tout ça en une semaine. On peut juste continuer à essayer. J'ai hoché la tête, incapable de parler à cause de la boule dans ma gorge. Le reste de ma visite à Lyon a continué dans cette même veine. Des moments difficiles, alternant avec des moments de connexion véritable. Des conversations profondes, interrompues par des rires inattendus. Un jour, Sophie nous a emmenés à une exposition d'art moderne où nous avons toutes les trois prétendu comprendre ce que l'artiste essayait de communiquer et avons fini par rire de nos interprétations complètement absurdes. Un autre jour, Claire m'a montré le quartier où elles espéraient emménager une fois qu'elles auraient adopté, me pointant les parcs, les écoles, les espaces communautaires, construisant mentalement une vie pour un enfant qui n'était pas encore arrivé, mais qui était déjà tellement aimé. La veille de mon départ, Claire m'a demandé si je voulais l'accompagner à une séance de yoga. Ce n'était pas quelque chose que j'aurais normalement fait, mais j'ai dit oui immédiatement, reconnaissante pour n'importe quelle opportunité de passer du temps avec elle. Le studio était petit et chaleureux, sentant l'encens et rempli du son apaisant d'une musique douce. Nous avons déroulé nos tapis côte à côte, et pendant l'heure suivante, j'ai essayé de suivre les mouvements même si mon corps protestait violemment contre certaines positions. Claire me regardait de temps en temps et souriait quand elle me voyait lutter, pas de manière moqueuse, mais avec une affection douce. À un moment, pendant une position particulièrement difficile que je ne réussissais absolument pas à tenir, elle a doucement ajusté mon bras, me guidant dans la bonne position. Ce simple toucher, cette aide non sollicitée, m'a presque fait pleurer sur place. Après le yoga, nous nous sommes assises dans un café à côté, transpirant légèrement, buvant de l'eau et mangeant des barres énergétiques. « Tu t'es bien débrouillée ?» Claire a dit, « pour une première fois. » « J'étais terrible, » j'ai ri, « mais c'était bien. Merci de m'avoir invitée. » Claire a joué avec sa bouteille d'eau, semblant hésiter sur quelque chose. « Maman, » elle a finalement dit, « je pensais que... peut-être que quand le bébé arrivera, tu pourrais venir nous rendre visite plus souvent? Si tu veux, bien sûr. Pas tout le temps, parce qu'on aura besoin de trouver notre rythme toutes les deux, mais... je pense que ce serait bien pour l'enfant de connaître sa grand-mère. Et peut-être pour nous aussi. Pour continuer ce qu'on a commencé cette semaine. Mon cœur a explosé de joie. Elle voulait que je fasse partie de la vie de son enfant. Elle voulait que je continue à faire partie de sa vie. J'adorerais ça, j'ai dit, mes yeux se remplissant de larmes encore une fois. Plus que tout au monde. Et peut-être, Claire a continué, qu'on pourrait s'appeler de temps en temps. Pas juste pour les grandes occasions ou les urgences, mais juste pour parler, me raconter ta journée, me laisser te raconter la mienne, construire quelque chose de nouveau, comme tu as dit l'autre soir. Oui, j'ai murmuré. Oui, s'il te plaît. Mon dernier matin à Lyon, je me suis réveillée tôt et suis allée dans la cuisine où Sophie préparait du café. Elle m'a tendu une tasse en souriant. « Merci », elle a dit simplement. « Pour être venue, pour avoir essayé. Ça compte beaucoup pour Claire, même si elle a du mal à l'exprimer. »« C'est moi qui devrais te remercier », j'ai répondu, « pour avoir insisté pour que je vienne. Pour avoir créé toutes ces opportunités pour que Claire et moi puissions nous reconnecter. Tu es une bénédiction dans sa vie, Sophie. Tu prends soin d'elle d'une manière que je n'ai jamais su faire. » Sophie a secoué la tête. « Tu apprends maintenant. C'est ce qui compte. Et entre nous ?» Elle a baissé la voix, même si Claire dormait encore. « Elle a besoin de toi. Elle ne l'admettrait jamais.
Mais elle a besoin de sa mère. Tout le monde a besoin de sa mère. Plus tard, quand Claire m'a conduite à l'aéroport, le silence dans la voiture était différent de celui du trajet aller. Ce n'était plus lourd ou inconfortable, c'était juste paisible. Nous n'avions pas besoin de remplir chaque moment de mots. Nous avions déjà dit tant de choses importantes cette semaine. À l'aéroport, quand il a été temps de nous dire au revoir, Claire m'a serré dans ses bras sans hésitation. « Prends soin de toi, maman », elle a dit. « Et appelle-moi quand tu arrives chez toi, d'accord ? Juste pour que je sache que tu es bien rentrée. » Je le ferai, j'ai promis. Je t'aime, Claire. Je sais que je ne l'ai pas assez dit pendant toutes ces années, mais je t'aime. Tellement. Je sais. Elle a murmuré dans mon épaule. Et je t'aime aussi. Ça n'a jamais été la question. C'était juste, on ne savait pas comment se montrer ça l'une à l'autre. Maintenant, on apprend, j'ai dit. Maintenant, on apprend, elle a répété, me serrant une dernière fois avant de me laisser partir. Dans l'avion de retour vers Paris, je regardais par le hublot les nuages blancs qui s'étendaient à l'infini sous nous, pensant à tout ce qui s'était passé depuis que j'étais assise dans cet aéroport il y a une semaine, perdue et seule. Une petite main avait touché ma manche. Une petite voix avait demandé si j'étais perdue aussi. Et maintenant, une semaine plus tard, je n'étais plus perdue. J'avais retrouvé ma fille. Pas complètement, pas parfaitement, mais assez pour recommencer. Assez pour avoir de l'espoir. Mon téléphone a vibré. Un message de Claire. Je sais que tu es probablement encore dans l'avion, mais je voulais juste dire merci pour être venue, pour avoir essayé, pour ne pas avoir abandonné sur nous. J'ai souri à travers mes larmes et j'ai tapé une réponse que j'enverrai dès que j'atterrirai. Merci de m'avoir laissé une chance. Je ne t'abandonnerai plus jamais, c'est une promesse. 3 mois après mon retour de Lyon, ma vie avait pris un rythme que je n'aurais jamais imaginé possible. Claire et moi nous appelions 2 fois par semaine, parfois plus. Ce n'étaient pas toujours de longues conversations profondes. Souvent, c'était juste des check-ins rapides. Elle me racontant quelque chose de drôle qui s'était passé au travail, moi partageant un article que j'avais lu qui m'avait fait penser à elle. Mais c'était régulier. C'était constant. Et lentement, pierre par pierre, nous reconstruisions quelque chose. En mars, j'ai reçu un appel surprenant d'Anaïs. « Mireille, j'ai quelque chose à te demander et tu peux totalement dire non, mais tu te souviens que tu as mentionné que tu écrivais des histoires ? Léa n'arrête pas de parler de toi, de demander quand elle te reverra, et je me demandais « Est-ce que tu serais intéressée à écrire une histoire pour enfants ? Pas juste pour Léa, mais peut-être pour publier ? Je connais quelqu'un dans l'édition qui cherche de nouveaux auteurs pour enfants. » J'étais abasourdie. Écrire un livre pour enfants n'avait jamais traversé mon esprit. Mes histoires étaient généralement des nouvelles pour adultes, des choses que je gardais pour moi, que je n'avais jamais pensé partager avec le monde. Mais l'idée d'écrire quelque chose pour Léa, quelque chose qui pourrait toucher d'autres enfants aussi, avait quelque chose d'étrangement séduisant. Je ne sais pas si je serais bonne à ça, j'ai admis. Les enfants sont un public tellement particulier. Mais tu as connecté avec Léa, Anaïs a insisté. Tu as vu le monde à travers ses yeux pour quelques heures. Tu pourrais faire ça dans une histoire. Et honnêtement, Mireille, je pense que ça te ferait du bien. Avoir un projet, quelque chose qui t'appartient. Elle avait raison. Depuis ma retraite, j'avais flotté un peu sans but. Reconnecter avec Claire me donnait du sens, mais il me manquait encore quelque chose qui était juste à moi. J'ai commencé à écrire. L'histoire que j'ai créée parlait d'une grand-mère qui se perdait dans un marché bondé et qui rencontrait une petite fille qui cherchait son grand-père. Ensemble, elles naviguaient dans le marché chaotique, découvraient des choses merveilleuses, se racontaient des histoires et finalement aidaient l'une l'autre à trouver ce qu'elles cherchaient. C'était simple, doux, plein de détails sensoriels que les enfants pourraient imaginer. L'odeur du pain frais, la sensation de tenir une main chaude, les couleurs vives des étals de fruits. Je l'ai envoyé à Anaïs, qui l'a passé à son contact. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel d'un éditeur qui voulait publier l'histoire. Il voulait même que je travaille avec une illustratrice pour en faire un livre illustré complet. J'étais terrifiée et excitée en même temps. J'ai appelé Claire immédiatement. « Maman, c'est incroyable.
Elle a dit, sa voix pleine d'un enthousiasme que je n'avais pas entendu depuis qu'elle était adolescente. « Tu vas être une auteure publiée. Pourquoi tu ne m'avais jamais dit que tu écrivais ?» Je ne pensais pas que c'était important, j'ai admis. C'était juste quelque chose que je faisais pour moi-même, un hobby. « Eh bien maintenant, c'est plus qu'un hobby, » Claire a dit fermement. « C'est une carrière. Tu dois me promettre que je serai la première à avoir une copie signée. Tu en auras 100 copies signées si tu veux. » J'ai ri. Les mois suivants ont été un tourbillon. Travailler avec l'illustratrice, réviser le texte, voir les images prendre vie sur les pages. C'était magique de voir mes mots transformés en quelque chose de tangible, de beau, de réel. Le livre devait sortir en septembre. En mai, Claire et Sophie m'ont annoncé qu'elles avaient été approuvées pour l'adoption et qu'elles rencontreraient leur fille potentielle en juin. Une petite fille de 18 mois nommée Inès qui était dans le système depuis sa naissance. « Est-ce que tu viendrais ?» Claire a demandé au téléphone, sa voix nerveuse. « Quand on la ramènera à la maison. Je sais que ce sera chaotique et que tu as ton travail sur le livre, mais j'aimerais que tu sois là pour rencontrer ta petite fille. Ma petite fille. » Les mots ont résonné dans mon cœur comme des cloches. « Bien sûr que je viendrai, » j'ai dit, pleurant déjà. « Essaie de m'empêcher. » En juin, je suis retournée à Lyon. Cette fois, il n'y avait pas de tension, pas de malaise. Claire m'a accueillie à l'aéroport avec un grand sourire et un câlin immédiat. « Elle arrive demain », elle a dit dans la voiture, ses mains tremblant légèrement sur le volant. « Je suis terrifiée, maman. Et si je ne suis pas assez bonne? Et si je fais les mêmes erreurs que… » Elle s'est arrêtée, réalisant ce qu'elle était sur le point de dire. « C'est bon », j'ai dit doucement. « Tu peux le dire. Et si tu fais les mêmes erreurs que moi? C'est une peur légitime, Claire. Mais tu ne les feras pas. Parce que tu es déjà plus consciente, plus présente, plus aimante que je ne l'étais. Tu as Sophie à tes côtés. Tu as un réseau de soutien. Et tu m'as maintenant. Et je te promets que je serai là quand tu auras besoin de moi. Pas comme une experte qui a toutes les réponses, mais comme quelqu'un qui a fait des erreurs et qui peut t'aider à éviter les mêmes. Claire a hoché la tête, essuyant ses yeux. « Merci. J'avais besoin d'entendre ça. » Le jour où Inès est arrivée était indescriptible. Cette minuscule personne avec d'énormes yeux bruns et des boucles noires, un peu timide, un peu effrayée, mais tellement belle. Claire et Sophie l'ont accueillie avec tant d'amour que j'avais du mal à retenir mes larmes. Et quand Claire m'a présentée comme « ta mamie Mireille », et que cette petite fille m'a regardée avec curiosité avant de me tendre ses petits bras, mon cœur a explosé. Les premières semaines avec Inès étaient difficiles. Elle se réveillait en pleurant la nuit, ne comprenant pas où elle était. Elle avait peur d'être seule. Elle testait constamment les limites. Mais Claire et Sophie étaient patientes, constantes, aimantes. Et j'étais là pour aider quand elles avaient besoin d'une pause, pour tenir Inès pendant qu'elle prenait une douche ou dormait quelques heures. Un soir, pendant que Sophie travaillait tard et que Claire était épuisée après une nuit blanche, j'ai bercé Inès qui pleurait inconsolablement. Je lui ai chanté une vieille berceuse que ma propre mère me chantait, que j'avais chantée à Claire quand elle était bébé, mais que j'avais oubliée dans le chaos de ma carrière et de mes ambitions. Lentement, les pleurs se sont calmés. Inès a posé sa petite tête contre ma poitrine, son pouce dans sa bouche et s'est endormie. Claire me regardait depuis l'embrasure de la porte, les larmes coulant silencieusement sur son visage. « Tu ne m'as jamais chanté cette chanson ?» elle a chuchoté. « Je l'ai fait. » J'ai corrigé doucement, berçant toujours Inès. « Quand tu étais bébé, avant que je ne devienne trop occupée, trop distraite, trop perdue dans ma propre tête. Je l'ai fait, ma chérie. J'aimerais juste l'avoir fait plus longtemps. » Claire s'est approchée, s'est assise à côté de moi sur le fauteuil et a posé sa tête sur mon épaule, exactement comme Inès posait la sienne contre ma poitrine. « Chante-la encore, » elle a murmuré, « pour nous deux. » Alors j'ai chanté, tenant ma petite fille dans mes bras et ma fille contre mon épaule. Et c'était comme si tous les morceaux brisés de ma vie se réassemblaient enfin. Ce n'était pas parfait. Il y aurait toujours des cicatrices, des regrets, des choses qui ne pourraient jamais être complètement réparées. Mais c'était réel. C'était présent. Et c'était suffisant.
En septembre, mon livre est sorti. La cérémonie de lancement a eu lieu dans une petite librairie à Lyon que Claire avait choisie. Elle et Sophie étaient là avec Inès, qui maintenant me reconnaissait et tendait ses bras vers moi dès qu'elle me voyait. Anaïs et Léa étaient venues depuis Marseille. Léa portant une robe spéciale pour l'occasion et tenant fièrement le livre comme un trésor. Il y avait d'autres personnes aussi. Des amis de Claire et Sophie, quelques collègues de mon ancien cabinet d'avocats qui étaient curieux de voir ce que j'avais fait depuis ma retraite. Mais c'était vraiment pour elles, ces femmes et ces enfants, qui m'avaient sauvée sans savoir que j'avais besoin d'être sauvée. Quand j'ai lu des passages du livre à voix haute, j'ai regardé Léa qui écoutait avec une concentration intense, ses grands yeux brillants. J'ai regardé Inès qui jouait avec les pieds de Sophie, heureuse et en sécurité. Et j'ai regardé Claire qui me souriait avec une fierté qui me faisait sentir que peut-être, finalement, j'avais fait quelque chose de bien. Après la lecture, les gens se sont mis en file pour des dédicaces. J'ai signé des livres pour des inconnus, des mots gentils et personnels. Mais quand Léa est arrivée devant moi avec son exemplaire, j'ai su exactement quoi écrire. Pour Léa, qui m'a appris que parfois se perdre est le seul moyen de se trouver. Avec tout mon amour et ma gratitude éternelle, Mireille. Léa a lu la dédicace avec l'aide d'Anaïs et m'a sauté dans les bras. On va toujours être amis, hein Mireille? Pour toujours et toujours? Pour toujours et toujours? J'ai promis, tenant cette petite fille extraordinaire qui avait changé le cours de ma vie avec une simple question dans un aéroport bondé. Cette nuit-là, de retour chez Claire et Sophie, nous étions toutes assises dans le salon. Inès endormie dans les bras de Sophie, une bouteille de champagne ouverte sur la table. « À maman !» Claire a porté un toast, levant son verre, qui nous a prouvé qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre, et qu'il n'est jamais trop tard pour dire « je t'aime » et le penser vraiment. Nous avons trinqué, et dans ce moment simple, entouré de ma famille, qui n'était plus brisée mais en cours de reconstruction, j'ai réalisé quelque chose de profond. Pendant toutes ces années, je pensais que j'avais raté ma chance d'être une bonne mère, que ce chapitre de ma vie était fermé et que tout ce qui me restait était le regret. Mais Léa m'avait montré qu'être perdu n'est pas une fin, c'est un commencement. C'est l'opportunité de prendre une direction différente. Les mois et les années qui ont suivi ont été remplis de moments que je n'avais jamais osé espérer. Les premiers pas d'Inès, son premier mot, qui était « mamie » et qui m'avait fait pleurer de joie. Les appels vidéo réguliers avec Claire, où nous parlions de tout et de rien. Les visites à Lyon, où je faisais partie de la routine familiale, aidant avec le bain d'Inès, lisant des histoires avant le coucher, préparant le petit déjeuner pendant que Claire et Sophie dormaient un peu plus longtemps le week-end. J'ai écrit 2 autres livres pour enfants, tous inspirés par les leçons que j'avais apprises de Léa, d'Inès et de ma propre fille. Des histoires sur la connexion, le pardon, la seconde chance. Elles ont toutes été publiées avec succès. Et j'ai commencé à recevoir des lettres de parents et de grands-parents qui disaient que mes histoires les avaient aidés à reconnecter avec leur propre famille. Anaïs et Léa sont restées dans ma vie aussi. Nous nous voyons plusieurs fois par an, parfois à Marseille, parfois à Lyon, parfois à mi-chemin. Léa a maintenant 8 ans et continue d'être cette enfant extraordinaire, pleine de sagesse et de gentillesse, qui voit le monde d'une manière que peu d'adultes arrivent à préserver. Elle me demande toujours de lui raconter l'histoire de comment on s'est rencontrés dans l'aéroport, et chaque fois que je la raconte, je me souviens de cette femme perdue que j'étais ce jour-là. Cette femme qui pensait que sa vie était finie. Cette femme qui ne savait pas qu'elle était sur le point de commencer son voyage le plus important. Un jour, 2 ans après cette rencontre initiale dans l'aéroport, Claire et moi étions assises dans un parc à Lyon, regardant Inès jouer dans le bac à sable avec d'autres enfants. Le soleil brillait à travers les arbres, créant des motifs de lumière dansant sur nos visages. « Tu sais ce que j'ai réalisé récemment ?» Claire a dit, ses yeux toujours sur Inès, qui construisait un château de sable avec une concentration sérieuse. « Quoi ?» j'ai demandé. Pendant toutes ces années où j'étais en colère contre toi, où je refusais de te parler, je pensais que c'était toi qui devais apprendre, toi qui devais changer, toi qui devais grandir. Elle s'est tournée vers moi, ses yeux brillants. Mais en réalité, j'avais aussi besoin d'apprendre
d'apprendre à pardonner, d'apprendre que les gens font des erreurs, d'apprendre que l'amour n'est pas parfait et que la famille n'est pas toujours facile, et d'apprendre que parfois, la plus grande force n'est pas de tenir rancune, mais de laisser aller. « Tu m'as pardonné ?» J'ai demandé, ma voix tremblante. Claire a pris ma main. « Je te pardonne chaque jour un peu plus. Ce n'est pas quelque chose qui arrive d'un coup. C'est un choix que je fais constamment, de voir qui tu es maintenant plutôt que qui tu étais avant. De construire avec toi ce que nous avons maintenant plutôt que de pleurer ce que nous n'avons pas eu avant. » J'ai serré sa main, incapable de parler pendant un moment. Puis j'ai dit, je passerai le reste de ma vie à essayer de mériter ce pardon. Tu n'as pas à le mériter, Claire a dit fermement. C'est un cadeau. C'est ce que l'amour devrait être. Inconditionnel. Même quand c'est dur. Surtout quand c'est dur. Inès est revenue en courant vers nous, ses mains pleines de sable, son visage rayonnant. « Mamie, maman, venez voir mon château. » Elle nous a tirés par les mains et nous l'avons suivie, riant, vers son chef-d'œuvre de sable. Et là, accroupie à côté de ma petite fille qui expliquait avec fierté l'architecture de son château, avec ma fille à mes côtés qui ajoutait des suggestions sur où mettre les tours, j'ai compris quelque chose de fondamental. La vie ne nous donne pas toujours les fins que nous imaginons. Parfois, elle nous donne quelque chose de mieux, quelque chose de plus réel, de plus profond, de plus vrai. Parfois, se perdre complètement est exactement ce dont nous avons besoin pour trouver notre chemin vers la maison. Et parfois, la maison n'est pas un lieu. C'est un moment partagé dans un parc ensoleillé, construisant des châteaux de sable avec les personnes que vous aimez, sachant que vous avez enfin trouvé où vous appartenez. Des années plus tard, quand Inès sera assez grande pour comprendre, je lui raconterai l'histoire de comment sa mamie était une fois perdue dans un aéroport bondé, comment une petite fille avec un goro aux oreilles d'ours lui a demandé si elle était perdue aussi, et comment cette simple question a changé tout. Je lui dirai qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, qu'il n'est jamais trop tard pour dire « je suis désolée », qu'il n'est jamais trop tard pour l'amour. Et j'espère qu'elle grandira en sachant que les familles sont imparfaites, que les gens font des erreurs, mais que le pardon est possible et que la rédemption est réelle. Parce que je suis la preuve vivante que même quand vous pensez avoir tout perdu, il reste toujours une chance de retrouver ce qui compte vraiment. Tout ce dont vous avez besoin est le courage de prendre la main tendue et de commencer à marcher, ensemble. Et vous, auriez-vous pris la main de cette petite fille? Auriez-vous eu le courage de vous lever de ce banc froid, de mettre de côté votre propre douleur pour quelques instants et de vous perdre avec quelqu'un d'autre pour finalement vous retrouver? Je vous pose cette question parce que je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez en ce moment ont déjà ressenti ce que j'ai ressenti ce jour-là. Cette sensation d'être invisible au milieu de la foule. Cette peur silencieuse que personne ne remarque si vous disparaissiez. Ce poids écrasant de regarder en arrière et de voir tous les moments où vous auriez dû être présente, mais où vous étiez ailleurs. Je sais que vous comprenez, parce que la vie nous apprend toutes, tôt ou tard, ce que signifie perdre quelque chose de précieux avant même de réaliser qu'on le tenait entre nos mains. Racontez-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui a résonné le plus profondément en vous dans cette histoire? Était-ce Léa, cet enfant qui a osé demander si j'étais perdue aussi? Était-ce le silence insupportable dans la voiture avec ma fille? Ou peut-être cette vérité douloureuse que parfois, les personnes que nous aimons le plus sont celles que nous blessons sans même nous en rendre compte? Dites-moi aussi d'où vous m'écoutez en ce moment. Parce que savoir que vous êtes là, quelque part dans le monde, partageant ce moment avec moi, me rappelle que même dans nos solitudes les plus profondes, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Nous portons tous nos regrets, nos espoirs, nos secondes chances inachevées. Et peut-être qu'en les partageant, nous rendons le fardeau un peu plus léger pour quelqu'un d'autre. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé quelqu'un que vous avez perdu ou que vous essayez encore de retrouver, si elle vous a fait réfléchir ne serait-ce qu'une seconde sur les choix que vous avez faits ou ceux que vous pourriez encore faire, alors s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne. Parce que ce n'est pas qu'une histoire. C'est un témoignage que même quand tout semble brisé, même quand les années ont construit des murs si hauts qu'on ne voit plus de l'autre côté, il reste toujours une petite main tendue quelque part. Il reste toujours une chance.
il reste toujours un espoir. Et parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est le courage de l'apprendre. Merci d'avoir écouté. Merci d'être ici. Merci de m'avoir permis de partager ce morceau de mon âme avec vous.